Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois avec Fabrice Ravel. Au moment où l'on commémore et on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale, le centième anniversaire, nous avons décidé de revenir sur cet événement dramatique, aux conséquences humaines, sociales, politiques considérables, en nous intéressant et en nous posant la question non pas d'un point de vue commémoratif bien sûr, mais d'un point de vue géopolitique. Quelle a été l'influence de la Première Guerre mondiale sur le monde géopolitique en 2018? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je viens de le dire, nous fêtons, nous célébrons la fin de la Première Guerre mondiale, le centième anniversaire. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'images qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Les poilus, les tranchées. Mais au-delà de ce côté, j'ai presque envie de dire folklorique, même s'il n'y a aucun folklore, on va l'évoquer, la tragédie est immense, on a du mal à mesurer le poids et l'importance de ce conflit sur le monde d'aujourd'hui. Il a été suivi d'un autre conflit mondial dont aujourd'hui on a beaucoup plus de signes en tête, comme la Shoah, la Seconde Guerre mondiale et la suite, la décolonisation, la guerre froide. Donc c'est peut-être le moment de revenir sur ce conflit et de voir quelle a été son influence sur le monde d'aujourd'hui, notamment par un point d'entrée qui est celui des frontières. Oui, vous avez raison de souligner que ensemble, on s'est interrogé sur est-ce qu'il y avait encore des influences ou des conséquences de la Première Guerre mondiale sur le monde géopolitique en 2018. Parce que les images étant en noir et blanc, commençant à s'estomper dans la mémoire collective, puisque les derniers combattants français sont décédés il y a peu de temps, on a tendance un petit peu à laisser de côté ce conflit, d'autant plus que, comme vous l'avez souligné, malheureusement, le XXe siècle est très dense ou très riche en événements géopolitiques ou militaires. La première dimension qui a encore des conséquences sur aujourd'hui, parce qu'en fait, on va se rendre compte que oui, les conséquences restent très importantes, elle est la dimension la plus spontanément facile à évoquer, c'est les dimensions géographiques. Mais je crois que d'emblée, on va être surpris par l'importance des conséquences que la Première Guerre mondiale a eues sur les logiques géographiques. D'abord, à l'issue du conflit, à travers l'ensemble des traités de Versailles, de Trianon, de Saint-Germain-en-Laye, il y a un certain nombre d'États qui sont créés. On pense notamment à l'Autriche ou à la Hongrie, qui pendant 10 siècles, Olivier, avaient eu un destin en commun, à travers un empire qui a peut-être changé de dénomination, mais ils avaient un destin en commun. Et donc, non seulement on commémore le centième anniversaire de la Première Guerre mondiale, mais un État comme l'Autriche tel qu'on connaît dans sa géographie aujourd'hui a 100 ans. Ce qui permet de souligner d'ailleurs à nos étudiants que certains États dont on croit qu'ils sont vraiment très enracinés dans l'histoire, la configuration de l'Autriche aujourd'hui en réalité n'a qu'une centaine d'années. Et d'ailleurs, on en a une preuve géographique. Quand on regarde Vienne, on voit bien que Vienne est très excentrée de l'Autriche, pas du tout comme Paris pour la France par exemple, sur la frontière. Et certains étudiants d'ailleurs se disent toujours un peu étonnés de voir que la capitale pratiquement est à la frontière, mais c'est parce qu'en fait, la carte a été redessinée après 1918. Donc déjà, on a des États qui ont été créés. Ces États ont été créés sur des États qu'on a fait disparaître ou des empires qu'on a fait disparaître. On pense notamment à l'Empire austro-hongrois dans la continuité de nos propos, à l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman est très intéressant à signaler parce que d'abord, la Turquie actuelle va naître finalement des décombres de l'Empire ottoman, mais beaucoup plus important que ça, Olivier, et là on bascule des États aux frontières, toutes les frontières du Proche et du Moyen-Orient telles qu'on les connaît à l'heure actuelle, et qui d'ailleurs sont remis en cause à l'heure actuelle, ont eu en fait pour origine ou pour genèse les accords Sykes-Picot de 1916, c'est-à-dire qu'avant même que la Première Guerre mondiale soit terminée, les Français et les Anglais appréhendaient la reconstruction du Proche et du Moyen-Orient sur les décombres de l'Empire ottoman, tel qu'ils pensaient pouvoir le faire s'ils gagnaient la guerre. Donc il y a des États qui sont créés, il y a des États qui disparaissent, il y a des frontières qui sont modifiées, ce qui fait déjà 3 modifications. Ensuite, il y en a une quatrième qui est assez intéressante, toujours dans une dimension géographique, c'est qu'il y a des États qui finalement se voient définitivement entérinés dans les relations internationales. Et là, je pense notamment à la Pologne. Quand elle est recréée en 1918, elle est recréée alors qu'elle avait disparu depuis la moitié du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la Pologne disparaît depuis pratiquement 150 ans. Et c'est pas neutre, parce que comme à l'époque on a voulu donner un accès à la mer à la Pologne, ça va être la création du fameux corridor de Danzig, la séparation de la Prusse orientale avec l'Allemagne, ce qui nous amène à encore une autre évolution quand on considère l'Allemagne, c'est le fait que l'Allemagne perd l'Alsace-Lorraine à l'ouest, le fait que l'Allemagne perd beaucoup de ses marches orientales, comme on le disait à l'époque, justement sur la façade polonaise, et le fait qu'en plus on sépare la Prusse orientale de l'Allemagne. Et puis il y a un dernier point qui ne me paraît pas inintéressant, c'est qu'on va créer des États, comme la Tchécoslovaquie et comme Yougoslavie, qui sont considérés comme des États neufs,
mettons qu'on voit bien aujourd'hui, 100 ans plus tard, qu'ils ont disparu et dont la pérennité ne s'est pas installée. Ce qui veut dire que ça nous met déjà, la Première Guerre mondiale, en exergue une logique forte en relations internationales. Les frontières ne sont pas intangibles, elles sont tangibles, et les États sont mortels. Ce n'est pas le moins des enseignements de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, première considération qui est d'ordre géographique, mais il y a également des considérations d'ordre politique, et l'Allemagne en est un très bon exemple, puisqu'on passe d'un empire à une république, avec l'avènement de la République de Weimar, qui entraînera la montée et l'accession au pouvoir de Hitler et donc du nazisme. On voit toutes les idéologies se mettre en place après la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut établir un lien de causalité entre les idéologies et la Première Guerre mondiale? Vous avez raison de souligner qu'il y a une césure fondamentale et que tous les historiens aujourd'hui s'accordent à considérer qu'effectivement, ça va être l'apparition des idéologies totalitaires, extrêmes. C'est même le temps de l'idéologie, avec bien sûr le communisme qui apparaît en Russie en 1917 avec la Révolution, le fascisme à partir de 1919, les années 20-21, puis le nazisme en 1933. Ça, c'est des événements d'ailleurs qui sont assez classiques. C'est la raison pour laquelle sans les sous-estimer, parce qu'effectivement là, il faut bien comprendre qu'il y a une deuxième fracture fondamentale. On passe d'une Europe qui globalement quand même, j'y reviendrai tout à l'heure, avec des élites aristocrates, notamment à l'extérieur de la France, est assez homogène, à une rupture idéologique qu'il n'y avait pas avant. Donc il faut imaginer ce que les contemporains ont dû avoir comme surprise. Je crois qu'on sous-estime trop cet aspect-là. C'est des idées qui sont neuves. Aujourd'hui, on a le recul, mais les contemporains à l'époque, on ne comprenne pas toute la mesure ou toute la portée. Mais je pense qu'Olivier, ça va au-delà de ça, parce qu'il y a un bouleversement clairement de la sphère politique en général, si vous me permettez, et au-delà de ça même, du rapport que les hommes ou que les populations ont par rapport à deux notions clés qui sont d'une part le nationalisme et d'autre part le fait héroïque ou le fait guerrier. C'est-à-dire que non seulement on a les bouleversements idéologiques que vous signalez, mais on a même des bouleversements dans le rapport à un certain nombre de notions, donc ça va bien au-delà. D'abord, sur la nation et sur le fait guerrier, il y a quelque chose qui me paraît assez important à souligner, c'est qu'avant 14-18, on reste dans une épopée héroïque, dans une épopée lyrique telle qu'on pouvait l'avoir dans des romans nationalistes, ou qui est empreinte un peu encore du Premier Empire ou du Second Empire en France. D'ailleurs, il y a un tableau qui me paraît très important à évoquer, un tableau d'Édouard de Taille qui peint des soldats français, puisque je rappelle que le service militaire est obligatoire, qui dure d'ailleurs 2 ans, qu'on est dans l'esprit de la revanche par rapport à la défaite de 1870. Et sur ce tableau qui s'appelle Le Rêve, on voit des soldats français qui dorment donc à la belle étoile. Et alors que l'aube est en train de pointer, on a les nuages et on a une dimension lyrique parce que les soldats rêvent aux exploits de leurs aînés avec les assauts de la Révolution. On voit les uniformes, les assauts du Premier Empire et on voit bien qu'il y a une sorte de mobilisation qui consiste à dire il faut qu'on prenne notre revanche. D'ailleurs, je rappelle dans la continuité que les soldats français portent le pantalon rouge. Alors, je demande de comprendre, en 2018, on est quand même dans une part d'esthétique, on est presque dans un défilé, les fantassins français partent à l'assaut en pantalon rouge. C'est-à-dire que non seulement on ne se cache pas à l'ennemi et on n'est pas dans une logique de camouflage, mais on se montre ostensiblement. Tout ça, c'est l'élan de 1914, où on pense d'ailleurs qu'on sera à Berlin en 3 semaines. Les Anglais disent qu'ils seront de retour à Londres avant l'automne. Ça, en 1918, c'est totalement terminé. Au contraire, on est totalement dans la remise en cause. Il n'y a plus d'héroïsme, il n'y a plus de héros. Le personnage a totalement disparu. On est tous ensemble soumis à l'horreur des bombardements, des tranchées. À Verdun, il faut quand même rappeler qu'il y a un obus qui est censé être tombé au centimètre carré. Donc là, il n'y a plus que des survivants. On le voit assez bien dans les milieux intellectuels allemands. Je trouve notamment, c'est assez intéressant comme paradoxe, si vous me permettez, Olivier, parce que souvent, parce qu'aujourd'hui on a connaissance de ce qui va se passer par la suite, on a tendance à considérer que la France était très pacifique spontanément et l'Allemagne très nationaliste spontanément. C'est pas aussi juste que ça. On a une chambre bleu horizon en 1919 parce que justement la couleur des uniformes va changer, donc c'est les uniformes français et après la victoire, la majorité des députés sont des anciens combattants. On va avoir des mouvements comme les mouvements du colonel de la Roque, les Croix de Feu, qui montrent bien qu'en France on reste sur un esprit un peu nationaliste. Contrairement à ça, en Allemagne, on devient très très critique. On a un roman
qui a été écrit, qui s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau, qui décrit en fait un professeur en 1914, il faut bien remettre les choses en perspective, un professeur allemand qui justement vante à ses classes en 1914 l'idée de la beauté du nationalisme et du combat lyrique. Et on voit bien en réalité le fait que ces jeunes soldats qui se retrouvent au front, d'abord ils meurent au fur et à mesure, et puis ils se rendent compte concrètement de toute l'horreur de la guerre. Je rappelle que c'est le roman symbole du pacifisme en Allemagne, et d'ailleurs l'auteur va être obligé de fuir l'Allemagne nazie, et les livres vont être jetés au feu dans les autodafés. Dans la même démarche, on a le peintre Otto Dix, qui est très célèbre, alors, où on voit d'ailleurs des soldats allemands qui sont amputés après la Première Guerre mondiale, et on a aussi des tableaux assez célèbres où on voit que les soldats allemands encore vivants, ils ont des visages qui portent la mort, non seulement dans les yeux, mais dans leur physionomie. Donc il y a toute une remise en cause en Allemagne de tout ce qui était censé être le militarisme, l'héroïsme, et ça va assez loin, parce que dans ce qu'on appellera l'époque cabaret, si vous me le permettez, on a alors le film de 72 qui montre le cabaret, mais il y a beaucoup de cabarets à Berlin en Allemagne, où en fait il y a toute une remise en cause de l'ordre, mais de l'ordre moral, c'est là où ça va plus loin, et où on est dans l'esprit d'essayer de jouir de la vie dans tous les sens du terme, parce que ça a été l'enfer. Et donc en fait la vraie capitale culturelle dans les années 20, c'est Berlin et c'est pas Paris. Et ça va assez loin. Il y a une scène dans Cabaret où on voit donc, alors c'est des jeunes femmes qui sont assez dévêtues, et pour l'époque, je vous prie de croire que c'est quand même assez novateur, qui en plus, Olivier, se mettent à mimer le pas de loi ou le rythme des armées allemandes en tapant sur le sol. Et on voit d'ailleurs les spectateurs qui applaudissent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le choc culturel que c'est. On passe d'une Allemagne très prussienne, très militaire, très disciplinée, à une remise en cause satirique par des femmes dévêtues sur une scène. Enfin, c'est quelque chose dont il est difficile de voir à quel point c'est une rupture. Et on verra par la suite qu'il y a d'autres aspects où on ressent cette rupture. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que cette rupture n'est pas uniforme. Parce que s'il y a tout un pan de la société dans beaucoup de pays européens qui justement, à la sortie de la Première Guerre mondiale, est saisi d'effroi de par la boucherie que ça a entraîné. Et d'ailleurs, c'est une remise en cause des Européens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on sort d'une époque où on avait foi, en fait, qu'on était moderniste, qu'on était une société avant-gardiste, dans tous les sens du terme. Le positivisme d'Auguste Comte, c'est-à-dire le progrès. Les Occidentaux ont peut-être perdu la foi en l'ésotérisme, mais ils ont la foi au scientisme, au positivisme. Tout d'un coup, il va y avoir un autre mouvement. Je pense à Gabriel D'Annunzio en Italie, on va dire non, mais on ne peut pas avoir foi en la machine, on ne peut pas avoir foi en l'être humain, etc. Il faut revenir à l'émotion. Et Gabriel D'Annunzio, qui est un poète, qui va partir avec une escouade de soldats italiens à la conquête de certaines villes, D'Annunzio, en fait, préfigure une autre dimension qui va amener au fascisme et au nazisme. Et donc on voit bien qu'en fait, non seulement il y a des fractures idéologiques, mais il y a même une fracture dans l'homogénéité de pensée qu'il y avait avant 1914, dans la belle époque. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une rupture géographique, il y a une rupture idéologique, il y a même une rupture politique ou même sociétale qui va nous amener sur des ruptures, effectivement, en termes de sociologie. Justement, donc troisième considération, qui serait une considération sociologique, des questions sociétales. Il faut bien voir une chose, c'est que vous l'avez dit, le monde est fracturé en deux, il y a eu le monde d'avant et le monde d'après. La guerre opère comme un accélérateur, d'une certaine façon, et un révélateur. Il y a un mouvement historique qui était là, et tout explose à la face du monde à ce moment-là, et notamment l'Europe qui se pensait le centre du monde, ou qui l'était d'ailleurs, ne l'est plus, et la société a été transformée radicalement. Oui, alors là, il y a deux événements qui sont intéressants à rajouter dans la continuité de nos propos initiaux. C'est que d'abord, les classes dirigeantes majoritaires avant 14 vont totalement disparaître. Et ça, c'est plus difficile à percevoir en France parce que je demande à nos étudiants de comprendre qu'il y a un paradoxe qui est fort. La France est la seule république en 1914, en fait. On a tendance à l'oublier. Le Royaume-Uni est une monarchie, certes constitutionnelle, certes démocratique, mais c'est une monarchie. Mais surtout, on a affaire encore à des pouvoirs absolutistes forts. L'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie, le Kaiser Guillaume II, le tsar Nicolas II en Russie. Et donc, en fait, l'aristocratie reste l'élite. Or, en 18, elle est balayée. Alors évidemment, l'aristocratie russe, ça c'est assez célèbre, d'ailleurs, dont il y a beaucoup de descendants aujourd'hui en France, parce qu'ils ont fui la révolution bolchevique, mais il y a l'aristocratie allemande qui va être balayée, le Kaiser Guillaume II, il s'enfuit aux Pays-Bas, il y a l'aristocratie d'Autriche-Hongrie qui va être balayée, et donc en fait, les contemporains de l'époque, ils ont des pertes de repères, les frontières sont plus les mêmes, les idéologies sont plus les mêmes, les systèmes politiques sont plus les mêmes, et donc en fait, il y a une nouvelle classe politique
qui se cherchent à tâtons. Et on pourrait, dans la continuité, dire, pour montrer à quel point ça va loin, la place de la femme dans la société n'est plus du tout la même. Parce que comme les hommes étaient au front, il a fallu continuer à faire tourner les usines, il a fallu continuer à faire en sorte qu'au niveau agroalimentaire, les champs puissent continuer à nourrir la population. Donc en fait, les femmes, à ce moment-là, ont accès beaucoup plus au travail. Et il y a le mouvement des suffragettes en 1918 en Angleterre, où les femmes se disent, attendez, il n'est pas question qu'on reprenne la place qui nous était sagement tolérée avant 1914, et en plus, on veut le droit de vote. Donc ça a une continuité dans la politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la politique, on a même un bouleversement au niveau sociétal. La belle époque qu'on évoquait, faut évoquer, c'est des femmes qui sont encore, quand elles sont dans des bals, habillées de façon très victorienne, avec des robes qui sont très très amples. Si vous regardez les tournois féminins de Wimbledon, on se demande comment c'est possible d'ailleurs de jouer dans des tenues aussi corsetées, c'est le cas de le dire. Les femmes des années 20, c'est plus du tout ça. C'est les célèbres garçonnes, elles se coupent les cheveux volontairement pour montrer on est indépendante. Elles s'affichent au bar en train de fumer et en train de boire. Ce qui veut dire qu'en fait, parce que là aussi, on remet en cause un ordre qui finalement a amené la Première Guerre mondiale et qui en plus ne permet pas de vivre vraiment. Donc en fait, il y a un bouleversement et géographique, et politique, et sociétal qu'on retrouve dans tous les pans de la société. Ce qui doit nous amener à comprendre d'ailleurs qu'il ne faut parfois pas être trop dur avec nos aïeux, parce qu'ils se retrouvent confrontés à une société qui en 4 ans va totalement tout remettre en cause. Et ça, on en a encore des prolongements jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en plus, comme vous le soulignez très très bien, ça fragilise totalement des certitudes. C'est-à-dire qu'on avait des sociétés occidentales qui se pensaient en avance, qui se projetaient nécessairement dans un sens de l'histoire. Et même tout ça, c'est remis en cause. On ne sait plus très bien où est-ce qu'on va. Et ça, c'est des choses qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui. Il y a une sorte de doute. On perd la certitude de l'avenir tel qu'il était censé être de manière inexorable. Et ça, c'est la Première Guerre mondiale qui l'amène. Et puis alors, en plus, il y a quand même un pan qu'on a voulu conserver tous les deux volontairement et qui va apparaître encore comme plus influent sur l'évolution de la géopolitique et sur le monde 2018, c'est les facteurs militaires et stratégiques. Oui, on l'a dit brièvement, la Première Guerre mondiale a été une boucherie. On l'a surnommée la der des der, c'est-à-dire après cette guerre, il ne devrait plus y en avoir. Ce fut un échec. Par contre, là où c'est vraiment la der des der, c'est on ne fera plus jamais la guerre de la même façon, ça ne sera plus possible. Technologiquement déjà, ça a tellement changé, et les conceptions stratégiques ont totalement évolué aussi. C'est très intéressant que vous repreniez cette expression, je trouve, si vous me permettez de le souligner, qui était une expression plutôt pacifiste et qui était un souhait de dire il n'y aura plus jamais la guerre, pour montrer qu'il y aura toujours la guerre, mais plus tout de la même manière. Donc je trouve que j'espère que les étudiants auront bien retenu cette expression parce qu'elle est repositionnée, et effectivement là il se passe deux choses. Alors d'abord, on sait bien que malheureusement, comme vous l'avez souligné, les guerres sont un accélérateur technologique. Mais alors là, c'est incroyable. Alors on va essayer d'expliquer parce que comme nous sommes des générations, et a fortiori nos étudiants, qui baignons dans les évolutions technologiques de façon très rapide, c'est très compliqué à essayer de remettre en perspective. Mais il faut quand même bien comprendre qu'en 1914, l'armée française et l'armée allemande, pour dire celles qui nous intéressent le plus spontanément, sont encore majoritairement équipées en termes de cavalerie. C'est-à-dire que le moteur à explosion est une exception. Si on regarde le nombre de véhicules motorisés qu'il y a dans l'armée française, respectivement dans l'armée allemande, on est sidéré. Je crois que dans l'armée allemande, il y a moins de 70 avions en 1914. Faut comprendre qu'en 1914, on pense qu'il n'y aura jamais de combat aérien. Parce qu'on ne peut pas équiper par une mitrailleuse un avion, parce qu'en fait, il faudrait que les pilotes puissent tirer, et que la première chose qui serait amenée à détruire, c'est sa propre hélice. Donc on est dans des perspectives, c'est assez étonnant. Or, en 40 ans, on a les gaz, on a le combat aérien, on a les chars d'assaut, la généralisation des armes automatiques et des mitrailleuses lourdes, ce qui fait qu'on va avoir les boucheries que vous évoquez, on a les sous-marins, c'est-à-dire que là, on n'est plus du tout, technologiquement, je me demande si ce n'est pas la guerre qui a amené le plus grand bouleversement, parce que par la suite, il y aura des bouleversements, mais là, on passe d'une guerre presque napoléonienne, début 19e siècle, qui préfigure les guerres modernes telles qu'elles existent aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes les armes qu'on est en train d'évoquer, malheureusement, les gaz, les armes automatiques ou les chars ou les avions, c'est quelque chose qui est légué par la Première Guerre mondiale. Mais au-delà de ça, vous avez raison de le souligner, ce qui est encore plus terrifiant, c'est les modalités de la guerre en elle-même. C'est-à-dire que jusqu'en 1914, on a un front, et puis on a l'arrière. On a les militaires, et puis on a les civils.
Ça, Olivier, avec 14-18, c'est terminé. Les Zeppelins, quand ils bombardent Londres, les canons allemands, le fameux Long Max ou la Grosse Bertha, quand ils bombardent Paris, on voit bien qu'on vise volontairement les civils parce qu'on voit bien que ça peut avoir une influence sur le pouvoir politique. Donc c'est fini la césure classique entre le front, l'arrière, les civils et les militaires. Donc on est déjà dans la perspective d'une guerre totale, d'autant plus qu'il va falloir produire énormément d'armes pour pouvoir avoir une supériorité numérique sur l'adversaire. Et là, il y a un ouvrage qui est très très important, qui a été écrit par un général allemand de 14-18, l'un des deux plus importants, puisque c'était Hindenburg et Ludendorff. Et en l'occurrence, Ludendorff, en 1935, écrit un ouvrage qui est bien la transposition, la césure, le moment intermédiaire, puisqu'il parle, ce titre, c'est la guerre totale, dont on voit bien que d'ailleurs, elle va nous amener sur les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Si on pense à un autre ouvrage de Lidl-Hart, qui est un auteur qu'on a souvent eu l'opportunité de citer dans les séances des rendez-vous de géopolitique précédentes, Lidl-Hart a écrit un ouvrage en 1933 sur les grands conflits dans l'histoire. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, pour qu'on mesure bien le trauma qu'il y a eu à l'époque, c'est que finalement, donc, il se propose de regarder les plus grands conflits militaires ou historiques de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et en fait, l'ouvrage est divisé en deux parties. Tous les conflits de l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle, 160 pages, et la guerre mondiale, c'est-à-dire pas la première guerre, mais la première, puisque par définition, la guerre mondiale, c'est toute la deuxième partie, Olivier, et en gros, c'est de la page 180 à la page 260. Donc on voit bien que là, il y a une sorte de traumatisme psychologique, même parmi les plus grands officiers, tels qu'on les découvrira par la suite. Ce qui nous amène à bien comprendre que la conjugaison de tous ces paramètres, en fait, montre bien les influences que la Première Guerre mondiale a encore jusqu'à aujourd'hui. Alors on a brossé le portrait de toutes les considérations qui ont marqué finalement l'histoire jusqu'à aujourd'hui, mais si on voulait tirer des enseignements stratégiques de cette guerre jusqu'à maintenant, quels seraient-ils? C'est là où c'est peut-être le plus sidérant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que si on conjugue la dimension géographique, la dimension politique, la dimension sociologique et la dimension militaire, et je demande à nos étudiants de bien comprendre que parce qu'on le fait en 25 minutes, en plus on le synthétise, mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans les exemples. Mais la conjugaison de ces paramètres nous amène peut-être, Olivier, à nous poser une question qui montre jusqu'à quel point la Première Guerre mondiale a encore une influence, c'est le cadre du traitement de notre problématique, sur le monde géopolitique 2018. Parce que, puisqu'on est censé fêter le 100e anniversaire de 1918, la question c'est, les Alliés ont remporté la Première Guerre mondiale, mais est-ce que finalement, on a remporté la guerre mais pas perdu la paix? Parce que quand on réfléchit d'un point de vue géopolitique, qu'est-ce qu'on constate, Olivier, si vous me permettez? On aura la guerre 21 ans plus tard. Donc ça veut dire qu'on n'a pas été capable du tout, c'est la continuité de l'idée, on n'a pas été capable du tout d'installer la paix. Et donc tous les traités de paix, finalement, ont été mortifères et vont nous amener la guerre. On pourrait prolonger le raisonnement en faisant observer que justement, le stalinisme, le fascisme, le nazisme, excusez du peu avec les perspectives des camps d'extermination, des bombardements des villes, des bombes atomiques, finalement, sont engendrés par l'incapacité d'asseoir sur le long terme, de manière pérenne, la paix. C'est ça qui est très interpellant, en fait. Et ça, c'est dû à un certain nombre d'erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait se rappeler aujourd'hui, influence de la Première Guerre mondiale, qu'on a mal géré la paix parce que les traités, dessinant mal les frontières, coupant la Prusse orientale de l'Allemagne, ont mal réussi à anticiper un certain nombre de montées de nationalisme. Finalement, ils ont même créé la genèse des futurs conflits. Mais on peut même encore aller plus loin. Parce qu'on aurait pu légitimement attendre d'une guerre comme celle-là, a fortiori eu égard au nombre de destructions et de morts, qu'elle puisse asseoir définitivement un équilibre international, tel qu'on l'avait eu sur le traité de Westphalie en 1648 ou le congrès de Vienne du 9 juin 1815. D'ailleurs, l'échec de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, l'échec des pourparlers montre qu'on n'a jamais réussi à retrouver un équilibre international ou un ordre international et qu'au contraire, on est non seulement dans la Deuxième Guerre mondiale, mais dans la guerre froide, dans la décolonisation, dont on aurait pu considérer qu'on aurait pu mieux la gérer, mieux l'accompagner, parce que se souvenant justement de tout ce qui s'était passé, on aurait dû mieux anticiper un certain nombre de difficultés, et puis que malgré le fait, c'est notre première séance, qu'après la chute du mur, on aurait pu espérer que justement il n'y ait plus la guerre, mais on se retrouve dans une situation aujourd'hui dans laquelle les guerres sont très nombreuses. Donc finalement, on peut se demander si la Première Guerre mondiale n'est pas encore très très présente, parce que depuis, le monde n'a jamais vraiment été en paix,
Ce qui me fait dire que les Alliés ont peut-être gagné la Première Guerre mondiale, mais que les vainqueurs, comme les vaincus, n'ont toujours pas retrouvé la paix. Merci Fabrice, je trouve qu'on s'est bouclé nous-mêmes sur ce semestre puisqu'on termine le semestre avec une évocation de la première séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de cette 50e séance des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous.